Donc, juste, Kéline va va s'occuper de la table ronde, et puis Agathe, elle va se présenter. Parce qu'aujourd'hui, Agathe, vous ne l'avez pas encore vue, et tout le monde ne connaît pas Agathe, donc Agathe va se présenter. Non, on fait ça en intimité. On a perdu ça. Hein? Ah, C'est bon, il arrive. Ok, on y va? Oui. Super. Donc on va faire la table ronde, c'est un nouvel exercice qu'on se donne à faire sur ce colloque. Donc vous connaissez déjà Sébastien, expert en physiologie de l'exercice, spécialisé dans l'enfant, maître de conf à Clermont. Nicolas aussi, préparateur physique, docteur en sciences de l'exercice également. Et Agathe, qui nous rejoint, la kinésithérapeute des équipes de France de nage avec palme, également kinésithérapeute ici à l'INSEP, également dans son cabinet à Paris. Elle a travaillé depuis maintenant 4 ans, c'est ça, avec 2018 avec la nage avec palme. Elle a également travaillé avec le badminton et avec plein d'autres sports au niveau national et international. Donc on va revenir un peu sur cette journée. Alors aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup d'informations. Donc vous voyez qu'on a revu ensemble que l'enfant n'est pas un petit adulte, qu'il y a énormément d'évolution scientifique autour de l'enfant, on le comprend mieux. En tout cas, on a des idées de comment le prendre en charge. On a compris la différence entre âge chronologique et âge biologique. On a compris qu'a priori le développement neuromusculaire sous forme de musculation, c'est pas le diable. On a compris qu'il fallait l'éduquer. Maintenant, la question que je voulais poser à nos intervenants, et puis je m'adresse à toi en premier, Nicolas, c'est finalement, on a énormément d'informations, on a énormément de données. On voit qu'en faisant appel à des experts, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Donc maintenant, quel est le frein finalement aujourd'hui sur le terrain à la mise en place de toutes ces nouvelles approches d'après toi? On a un petit peu parlé, déjà le frein c'est l'aspect culturel, et pour faire entrer quelque chose de entre guillemets nouveau dans la culture, il faut éduquer et il faut démontrer. Donc par exemple, si je vous prends spécifiquement le cas sur le pôle espoir, l'étude altéro que je vous ai présentée avec les jeunes footballeurs, la première chose que j'ai faite, c'est montrer tous les arguments scientifiques qu'il pouvait y avoir au directeur du pôle, puisque c'était lui qui allait décider de oui ou non, on va tester, on va mettre en place. Donc bon, c'était quelqu'un de très très ouvert, qui s'appuyait un petit peu sur la science, donc ça lui parlait, et surtout qui souhaitait mettre de l'innovation dans son process. Pourquoi mettre de l'innovation? Parce qu'il se rendait compte que ce qu'il faisait jusqu'à présent, ça n'était pas efficace. Donc je lui ai amené quelque chose qui avait été démontré scientifiquement efficace. Donc il a dit bon, mais ok, on essaye. On a essayé, il y a eu des résultats. Donc ça a été la démonstration. La démonstration pour qui? Pour les parents des générations futures. Je vous ai dit, l'altéro, c'est maintenant rentrer dans les process. Et si la première année, on avait des retours des parents traditionnels, ah mais moi je veux pas que mon fils il fasse de l'altéro parce que ça coupe la croissance, parce que ça va pas être bon pour lui, parce que ça va le blesser, sur la deuxième, troisième année, on n'avait plus ces retours-là. Parce que, on a vu que lui il a été en équipe de France, lui il a été en équipe de France, lui il a été en équipe de France, lui il a signé, lui il a signé, lui il a signé. Donc ils avaient la démonstration. Et à un moment donné, quand on croit en quelque chose, il faut aussi que notre ego
nous pousse à le mettre en place et à le défendre avec tout ce qu'on peut le défendre. Et je pense que l'éducation des staffs, l'éducation des parents, mais aussi l'éducation des joueurs, elle est importante pour qu'ils comprennent pourquoi on le fait et surtout qu'ils mettent derrière de l'implication. Parce que s'ils subissent, en fait, ils ne s'investissent pas à fond. Je ne sais pas si vous avez vu dans les courbes que je vous ai montrées, il y avait un joueur qui ne progressait pas sur le saut. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le joueur en bleu. En fait, ce joueur-là, on l'a viré du pôle à la fin de la première année parce qu'il ne s'investissait pas dans les process. Et s'il ne s'investit pas dans les process, il n'y a pas de progression. Et en termes de testing, on voyait que ça ne progressait pas. Donc typiquement, voilà, c'était aussi lui le contre-exemple. Et tous les copains qui, eux, sont restés dans le pôle, et eux s'investissaient, ils avaient le contre-exemple de lui qui ne s'investissait pas. Voilà. Donc, Et merci, merci Nicolas. Et Hugo, Agathe, pardon, Agathe, est-ce que c'est une observation que tu fais toi aussi, notamment sur les parents? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je pense que la première des choses, il faut que l'ensemble du staff médical qui intervient autour d'un nageur ou d'un athlète soit cohérent vis-à-vis des objectifs qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que déjà, ça paraît évident, mais c'est pas si facile et dans les faits, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien que le staff qui soit autour de l'entraînement, de la préparation physique, mais aussi bien du staff médical ou paramédical que des responsables des clubs, etc., aillent tous dans le même sens pour avoir déjà un discours commun. Parce qu'en fait, on est confronté à des athlètes, que ce soit des nageurs ou autres, qui ont différents âges, que ce soit adultes ou enfants. Mais quand c'est des enfants, on se rend compte que c'est ils sont assez malléables. Ils ont moins de croyances que leurs propres parents souvent. Les enfants, quand on leur explique les choses, souvent, si on apporte ça de manière assez carrée et pertinente, ils sont plutôt OK avec la démarche. Alors qu'on se rend compte que les croyances qui sont vraiment ancrées, c'est une observation que je fais, on trouve plus ça chez les parents qui eux-mêmes ont eu un passé plus ou moins de sportif, et il se trouve que leur génération en tout cas, n'a pas forcément eu cette approche-là, et comme ces derniers temps ça a beaucoup changé, etc., ça peut leur faire un peu peur en se disant oui, mais moi, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 15 ans, on m'a pas fait faire ce genre d'activité, et pourquoi maintenant, la génération de mon fils ou ma fille, pourquoi on devrait faire ça? Et donc je pense qu'il y a un discours à avoir, surtout au niveau des parents, qui doit être assez important, et il faut vraiment que l'ensemble de l'équipe encadrante au niveau sportif aille dans le même sens, parce que si déjà nous on a un discours différent vis-à-vis de ça, ça devient vraiment compliqué à mettre en place. Merci Agathe. Seb, tu fais beaucoup de conférences auprès des fédérations. Quels sont les éléments que tu as observés, toi? Les choses finalement, tu as brossé finalement beaucoup des approches modernes et des nouvelles découvertes ce matin. Qu'est-ce qui coince? Quelles sont les choses que tu observes finalement quand tu es en contact avec ces fédérations? Je dirais que ce qui coince en fait, c'est ce qu'on pense en France, parce que quand on va à l'étranger, et je navigue un petit peu pas mal à l'étranger, il y a des écrits, il y a des revues de littérature, il y a des sociétés savantes de médecine du sport, de physiologie de l'exercice. Il y en a des tas qui sont publiés chaque année. Et vous lisez n'importe quelle revue de littérature étrangère, anglo-saxonne, toutes les sociétés savantes, toutes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient anglaises, allemandes, australiennes, etc., elles préconisent le renforcement musculaire chez l'enfant à titre préventif, à titre d'optimisation de la performance. Et malheureusement en France, je tire à boulet sévère sur notre société française de médecine du sport, qui s'appelle la SFMS, et qui ne s'exprime pas du tout sur le renforcement musculaire chez l'enfant. Il y a eu pendant des années une commission sur l'enfant, l'activité physique et sportive de l'enfant, à la SFMS, et j'ai jamais entendu, jamais vu d'écrit français s'exprimant sur cette modalité de pratique
Et c'est malheureux parce que on a une belle médecine en France, on a des médecins de très haute qualité, et c'est dommage finalement que ces médecins-là ne s'expriment pas finalement sur ce sujet-là. Il faut plutôt rassurer, je pense que les médecins sont là aussi pour rassurer nous tous, les parents, les entraîneurs, les cadres techniques, les fédérations, les ligues, enfin tous les acteurs en fait qui suivent et accompagnent nos jeunes dans le milieu de la performance. Donc, moi je suis toujours admiratif auprès de nos médecins, mais je pense que dans les formations de médecine du sport, on devrait mettre en place des formations spécifiques dans le domaine de l'activité physique et sportive, notamment chez l'enfant. Alors, moi j'avais été contacté par des pédiatres ou des médecins qui sont très actifs, qui essayent vraiment de faire avancer les choses. Donc j'ai été contacté l'an dernier pour une formation, donc un pédiatre qui voulait vraiment enrichir les formations dans le milieu de l'activité physique chez l'enfant. Et il y a eu très très peu d'inscrits finalement et la formation est tombée à l'eau. Voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui ça passe par un discours beaucoup plus rassurant de la part des médecins du sport, parce que il faut que ça vienne d'eux. Donc, nous on essaye de faire le maximum, on essaie de produire de la connaissance, on essaie de la vulgariser, de rassurer tous les acteurs à travers les formations, que ce soit des diplômes d'État, des DE, des DES, des brevets professionnels, des BPGEPS, etc., dans des diplômes universitaires, dans les masters. J'en fais des formations, je navigue en France depuis pas mal de temps, et même à l'étranger, je ne suis pas avare de ça, et j'essaye de faire passer le bon message, mais moi je ne suis pas médecin, donc je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là et rassurer plutôt par des écrits, notamment à travers les sociétés savantes de médecine du sport, de physiologie de l'exercice. Il faut que ça aille dans le même sens de ce qui est écrit à l'étranger. Donc ça passe par de la formation, ça passe par des publications, et ça passe, je pense, par les médecins du sport. Moi, je pense pour avoir un peu navigué aussi en France et à l'étranger, il y a un élément, c'est pas tant que nos médecins, effectivement, comme tu le dis, sont moins bons, mais on a quand même une barrière à l'acquisition de l'information, c'est celle du langage. Et ça, c'est vraiment critique. Moi, j'ai vraiment été confronté, c'est-à-dire qu'on a les médecins universitaires qui sont des chercheurs, donc forcément, comme Sébastien, comme moi, comme Nicolas, ils sont obligés de lire et d'écrire en anglais, donc ils vont avoir accès aux informations. Mais autant les sociétés savantes anglaises ou américaines, c'est pas la source primaire d'information, c'est des sociétés savantes qui organisent un peu les choses. Mais tout le monde peut lire. Si tous les articles étaient publiés en français, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui les liraient. Mais ils sont tous publiés en anglais, y compris nous, on a publié en anglais, pas en français. Donc il y a vraiment cet écran langagier qui est là, j'espère avec la nouvelle génération, c'est aussi pour appuyer sur la notion d'anglais, parce que je me suis retrouvé en face de médecins qui me disaient les articles en anglais, les articles en anglais, ça évite que Pierre-Paul ou Jacques, qui a une opinion, va traduire l'article avec son opinion, et va vous donner l'information avec son opinion, et c'est cette information que vous allez avoir, en français certes, mais elle sera teintée de l'opinion du lecteur. Alors que si c'est vous qui ouvrez l'article de Sébastien et qui le lisez, vous allez avoir que votre opinion qui va impacter. Donc c'est ça, c'est qu'aussi nous, on est en français, en communauté, on est tributaire des gens qui veulent bien lire pour nous les articles scientifiques et ensuite nous les restituer. Alors que ce que je vois chez les préparateurs physiques anglo-saxons, c'est qu'eux lisent les articles, les préparateurs physiques, les entraîneurs, ils sont tous de langue anglaise, donc ils lisent directement les articles à la source, dans les journaux scientifiques. Ils n'attendent pas que Pierre-Paul ou Jacques leur traduisent, parce que c'est dans leur langage maternel. Il faut aussi le dire, donc ça, c'est aussi un des éléments pour moi que j'ai observé comme un frein. Et on a abordé la question de l'âge chronologique, de l'âge biologique, et la spécialisation, mais d'abord sur l'âge biologique. Donc on a vu qu'il y avait des techniques. Maintenant, je voudrais poser une question, et ça se trouve que les gens se posent dans l'assemblée, c'est ok, maintenant je sais comment je peux calculer cet âge biologique, et qu'est-ce que j'en fais pratiquement dans mon club? Comment je mets ça en place? Est-ce que Nicolas, tu as une idée? Alors, moi je ne l'avais pas fait, mais la personne qui est passée juste après moi au Pôle Espoir l'avait mise en place justement par rapport à des observations qu'on m'a fait Sébastien ce matin. Et il a commencé à faire des groupes de travail par niveau de maturité.
Et pas tout le temps, parce que c'est bien, je pense, à un certain moment que les plus petits soient confrontés à des plus costauds pour une logique de stimulation, mais en fait c'est une question de dosage et peut-être d'alternance en fait. Voilà, donc ça commence. Je ne suis pas pour le tout biobanding, mais je suis pour le biobanding alterné, on va dire. Si Sébastien, tu veux réagir sur ce... Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire un peu. Alors, biobanding, c'est voilà, on organise, voilà, on constitue des groupes à même niveau de maturité voilà, par rapport à cette estimation de l'âge du PVC. Mais par moment, il faut savoir peut-être faire un peu de biobanding. Il faut essayer de constituer des groupes de même niveau de maturation. Mais il ne faut pas faire que ça. Je pense qu'il faut aussi créer toujours ce décalage pour que les jeunes aussi puissent trouver des solutions, puissent s'adapter, puissent finalement réduire peut-être la différence qu'il peut avoir avec son camarade ou son adversaire. Donc je pense qu'il faut aussi, je suis d'accord avec toi, il faut faire une approche un peu partagée des choses. Merci à vous deux. Tu voulais dire un mot sur cet élément-là, Agathe, ou pas? Donc, l'autre élément qu'on a évoqué, qui peut être un peu un choc, c'est le fait que la spécialisation, a priori, c'est une mauvaise idée. Et dans la plupart des sports, la spécialisation précoce, c'est plutôt un facteur de contre-performance. Notamment parce qu'on ne diversifie pas suffisamment les compétences motrices. Alors pareil, si on va à l'étranger, pour les éléments on va retrouver des clubs comme le Manchester United, Liverpool, qui en fait ont créé des centres multisports, c'est-à-dire que le foot s'associe avec le rugby, s'associe avec l'haltérophilie ou s'associe avec la natation. Ils se mettent ensemble dans un complexe. Et les jeunes, au début, ils sont dans ces trois structures. Donc en fait, ils vont s'entraîner et ils vont mélanger. Donc il y a ça, plus la préparation physique qui peut être vue comme une diversification, etc. Mais nous, en France, on n'a pas ça. Donc comment vous voyez concrètement, on a des jeunes qui s'inscrivent dans un club et ils font un sport, majoritairement, et après ils font un peu de PS. Comment on peut réussir à leur permettre d'avoir des acquisitions motrices diversifiées et donc d'éviter les pathologies d'hyperutilisation dans le système français? Alors si je prends, moi comment je procède sur mon activité de consulting, je recommande déjà aux parents d'avoir cette approche multisport. Donc, quand on est un jeune gamin qui joue au foot 3 fois par semaine, ça laisse l'opportunité sur 2 autres jours dans la semaine pour aller faire d'autres sports. Et les parents qui sont un petit peu éduqués à ça, ils vont faire de l'athlétisme, ils vont faire de la natation, ils vont faire d'autres activités en fonction des besoins du gamin, mais surtout de son plaisir. Après, je pense que la problématique en France, c'est un manque de communication et de mutualisation des compétences et aussi des installations. Moi, je vais souvent aux Émirats Arabes Unis et c'est comme à Liverpool où en fait, tu as le club de foot, juste à côté, tu as le club de handball, juste à côté, tu as la piscine, juste à côté, tu as le club de basket et tu as le tennis. Et en fait, le gamin, il va au même endroit, il pourrait faire tous les sports, quoi. Après, nous, souvent, on a le club de foot, il faut aller plus loin pour aller faire le tennis, il faut aller plus loin pour faire la natation, et souvent, les gens du tennis n'ont jamais rencontré les gens du foot. Voilà. Après, c'est un problème de communication, et peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire sur le plan de chaque commune pour mettre en relation les acteurs, je pense. Après, on a aussi un contre-exemple ici, dans la mesure où, enfin, moi pour le coup qui travaille à l'INSEP, et on se rend compte aussi que n'y a pas beaucoup de structures comme l'INSEP en France. Et moi je viens quotidiennement ici et je sais que dans tous les pôles qui sont présents à l'INSEP, là on est à la boxe par exemple, mais les boxeurs ils vont fréquenter la salle de l'athlé, ils vont sur en haltéro, ils vont même sur le terrain de rugby, etc. Et donc dans le sens où je sais qu'ici ça se fait, mais parce qu'on est à l'INSEP et parce qu'il y a un endroit en France qui représente un peu toutes ces valeurs-là. À l'échelle plus régionale, voire départementale, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des choses qui existent, mais je sais pas, je connais moins les fonctionnements de ces structures-là, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins développé. En tout cas, ce qu'on sait à l'heure actuelle, et ce qui est sûr, et on voit ça même au niveau de la santé, au niveau de la rééducation et dans la prévention, c'est certaines choses que je mène, que quand on demande un mouvement vraiment basique à quelqu'un, entre un jeune et un adulte,
admettons que le mouvement ne soit pas fait, tout soit fait correctement, dès lors qu'on demande une adaptation ou une modification de l'exercice, le jeune aura beaucoup plus de facilité à l'intégrer. Et donc du coup, dans la mesure où, en considérant que vraiment il est très modelable à ce moment-là, versus l'adulte qui a intégré plein de ces mouvements-là, et on aura du mal ensuite à le faire changer ces habitudes-là, c'est vrai que plus on va diversifier en étant... c'est plus à démontrer, hein. Je pense que vous l'avez suffisamment appuyé sur vos différents topos, mais plus on va diversifier au moment où c'est le plus important, c'est-à-dire quand on est jeune, plus par la suite ce sera simple de pouvoir débuter une activité ou de transférer d'une activité à une autre. Parce que maintenant on se retrouve, c'est une tendance, j'ai l'impression, peut-être que je m'avance un peu, mais à avoir, notamment quand moi je travaille avec cette fédération, avec la nage avec palme, à avoir des nageurs qui sont performants en musculation et en préparation physique générale, donc vraiment en musculation, et qui n'arrivent pas forcément à retranscrire leur performance dans les salles de musculation en bassin. Et du coup, on se rend compte que de temps en temps, ils ont peut-être une petite activité de transfert qu'on essaie de progressivement mettre en place, mais c'est pas forcément évident et c'est encore un peu expérimental là maintenant. Mais on est en train de se dire, il y a peut-être des choses à faire. Ça répond pas du tout à la question, mais... mais bon, c'est pas peine perdue, disons que les choses changent, il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années, et le changement, ça prend du temps, et je pense qu'il faut juste être patient, et puis ça viendra. Sébastien? Ouais, c'est compliqué en fait, hein, parce qu'en fait il y a des disciplines qui demandent de l'hyper-spécialisation. Vous les connaissez, la natation en est une, la gymnastique, le patinage artistique, le trampoline, etc. Donc forcément il y a des disciplines qui demandent un investissement, un volume d'entraînement considérable pour arriver à la haute performance. Hein. Donc cette hyper-spécialisation elle est nécessaire dans certaines disciplines, et c'est vrai que ça pose problème pour le développement harmonieux de l'enfant. Hein. Moi je ne suis pas un adepte du tout de l'hyperspécialisation, vous l'aurez compris, parce que je pense qu'il faut passer par une approche multisportive, mais pas que sportive. Je pense que le transfert il ne se fait pas uniquement qu'à travers les activités physiques et sportives. Ce transfert se fait aussi à travers les activités culturelles, artistiques, musicales. Un jeune, quand il apprend à jouer d'un instrument, quand il se retrouve au conservatoire, il se doit d'apprendre un instrument, donc il se doit d'apprendre à souffler dans un instrument avant, par exemple. Hein, donc il apprend à déchiffrer aussi une partition, donc il est sur une double tâche. Il apprend aussi à jouer dans un orchestre. Hein, donc toutes ces compétences, en fait, elles peuvent être transférables finalement à la pratique sportive, parce qu'on retrouve la même chose dans le milieu sportif. L'activité culturelle, c'est de la création aussi, donc il faut faire appel aussi encore une fois au système nerveux central et puis à la fonction cognitive. En fait, je pense que le jeune, en fait, il doit toucher au maximum à tout et essayer de trouver du transfert entre toutes ces activités-là. Et dans le milieu sportif, lorsqu'on est amené à lancer une balle au-dessus de l'épaule, c'est un mouvement qu'on retrouve dans le javelot, qu'on retrouve dans les sports collectifs sur du handball, etc. Lorsqu'on est dans les sports collectifs, il faut analyser les schémas de jeu, il faut essayer de voir où sont les adversaires, les coéquipiers, comment la balle aussi elle se déplace. Donc tout ça, c'est des informations à capter. Et il y a du transfert aussi entre différents sports collectifs. Donc tant qu'on peut faire du transfert, il faut faire du transfert, quoi. Et il y a comme ça finalement un jeune il pourra se développer correctement. Et moi je suis contre cette hyper spécialisation, c'est évident, mais après il y a des conditions, des situations auxquelles on n'a pas le choix, puisque finalement comme ces disciplines qui nécessitent de l'hyper spécialisation, on n'a pas trop le choix finalement. Par exemple, juste pour un exemple, ici à l'INSEP, il y a certains athlètes, par exemple au pôle de tennis de table ou au taekwondo, qui font quotidiennement, une fois par semaine, du théâtre ou de la comédie musicale, ce genre de choses. C'est pas ils font ça avec plaisir et c'est sur plus ou moins la base du volontariat, mais souvent
les entraîneurs les poussent quand même à aller dans ce sens-là. Et ils le font plutôt avec plaisir, ça les change un peu déjà ils vont pas dans le même pôle, donc ça coupe un peu une sorte de routine, mais c'est une activité qui, c'est pas un loisir, c'est une activité qui est complètement intégrée dans leur programme d'entraînement, quoi. Ils voient une répétition de théâtre, c'est pas un entraînement à proprement parler, mais ça contribue quand même à la sphère dans laquelle ils sont intégrés. Et moi personnellement, je trouve, comme tu expliques très bien, que c'est un tout qui fait qu'à un moment donné, le sportif va être complet par la suite, quoi. Et je pense qu'on arrive, en pratiquant d'autres sports dans sa jeunesse, à créer des compétences supplémentaires dans le profil. Moi, si je parle des joueurs de foot, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler. Vous connaissez tous, c'est le cas de Zlatan Ibrahimovic, qui a joué au Paris Saint-Germain et dans plein de grands clubs en Europe. C'est un mec, il a pratiqué depuis l'enfance le karaté. Et quand vous voyez les buts extraordinaires qu'il a pu mettre grâce à une énorme mobilité de hanche et une capacité à lever la jambe très très haut, je pense que c'est en partie grâce au karaté. Moi, j'ai des joueurs de foot qui pratiquent le tennis. Et en termes de lecture de trajectoire, ils sont énormes. J'ai un joueur qui pratique le surf. Tous les étés, il passe 6 heures par jour à faire du surf. Il a une capacité à gérer son équilibre dans les duels qui est énorme, qui est hors norme pour un joueur de foot. Et ça, il a développé grâce au surf. J'ai un joueur qui pratique le badminton régulièrement. Il a une qualité de feinte qui est hors norme pour un joueur de foot. Je pense donc compléter son profil de footballeur, de nageur, etc. par d'autres sports. Et ça permet de développer des profils qui n'existeraient pas si on pratiquait que son sport. Merci à tous. J'en profite pour faire une petite transition. C'est que dans les sports portés comme la natation, les jeunes filles ont leur pic de masse osseuse à peu près vers 13 ans. Et si elles ne sont pas soumises à des contraintes mécaniques, c'est le passeport direct pour l'ostéoporose précoce avant 60 ans. Donc, même si ça ne transfère pas tout de suite sur la performance, on a tout intérêt à préparer nos jeunes. Et dans un contexte plus global d'évolution de la société, et pas juste physiologique, il faut rappeler que les blessures en EPS sont maintenant chose courante, que nos jeunes ont perdu 20 ou 25% de leur capacité cardiovasculaire, etc. etc. Et oui, alors le périnée, c'est encore un autre sujet, mais qui est vraiment, alors là, qu'il faudrait vraiment aborder, et avec le tracking menstruel, mais effectivement, les abdominaux en hyperpression, c'est vraiment pas terrible. Et il y a quand même 50% à peu près des jeunes filles ici en athlétisme à l'INSEP qui souffrent d'incontinence sévère à modérée. Donc c'est quand même un problème, sachant que voilà, c'est un peu tabou et c'est lié aussi à une manière de faire des abdominaux qui ne correspond pas au fonctionnement des abdominaux, mais qui a été fait tout de suite. Donc là on pourrait parler justement de travail en gainage, etc. Mais justement je fais une transition avec la partie blessure, parce que là on a beaucoup parlé d'entraînement, de préparation, d'habilité motrice, etc. Mais voilà, parfois malheureusement la blessure survient. Est-ce que, Agathe, tu vois une passerelle finalement entre ce qu'on a évoqué sur la partie physique, performance, et ce qui va se dérouler après un événement malheureux qui a conduit à une blessure? Déjà, parmi tous les... moi j'interviens surtout dans la FFECSM en tant que... S'il vous plaît. J'interviens à la FFECSM surtout sur la partie nage avec palme. Je connais un peu moins les autres disciplines, même si je vois bien ce que ça représente, mais de la fédération. Mais ça n'empêche que sur l'ensemble des blessures que j'ai pu observer depuis 2018, maintenant où j'encadre les équipes de France seniors, puis maintenant aussi junior l'année dernière, on a moins de différences, on n'a pas beaucoup de différences au niveau des pathologies entre ce qu'on retrouve chez les jeunes et chez les adultes. C'est-à-dire que les pathologies, que ce soit jeunes ou adultes, sont a priori grosso modo les mêmes. En nageur avec palme, on va retrouver quand même beaucoup de sujets au niveau des chevilles et des pieds dus à la compression et à la grosse contrainte que ça représente de palmer aussi régulièrement que ça, que ce soit en monopalme ou en bipalme, mais surtout en monopalme. Alors qu'il y a d'autres sports où il y aura beaucoup plus de force d'impact et de répétition de saut, etc. Où là on retrouvera vraiment il y aura une distinction entre les pathologies qui seront chez les jeunes versus chez les adultes,
où là on retrouvera beaucoup de pathologies comme, on parlait tout à l'heure, pathologie de Zouch-Leiter, ou de sévère ou de éventuellement Scheuermann. Là, c'est je sais pas, je pense à tous les sports au basket par exemple, ou au handball, où on retrouve vraiment, c'est des sports à forte contrainte pliométrique, au volley aussi par exemple, où là on voit une distinction entre les jeunes et les adultes. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas mené d'études particulièrement là-dessus, j'ai pas non plus de statistiques à vous donner, mais j'ai l'impression que dans tout ce qui se passe dans le matière, c'est des activités qui sont non porteuses, quoi, dans le sens où on est dans le il y a moins de contraintes mécaniques qui s'exercent au niveau articulaire. On retrouve moins de pathologies vraiment différentes du jeune à l'adulte. Mais peut-être, et si jamais la préparation physique a été plus largement faite, peut-être que là on serait amené à retrouver ce genre de pathologie. Parce que du coup, dès lors que si un nageur, on commence à le faire travailler à sec, et si on commence à lui faire porter des charges, et si on commence à lui faire un peu d'haltéro, etc., là il y aura de la charge qui peut éventuellement enfin je sais pas, hein, c'est une question, il faudrait en reparler dans quelques années mais si tu penses qu'on... s'en passe, mais Alors, c'est possible que ça engendre éventuellement, il y a un facteur autoriste, en tout cas que ça engendre les pathologies qu'on retrouve dans les autres sports. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de préparation physique parce que ça peut engendrer ça, au contraire, il faut juste le savoir et se dire, être assez vigilant justement à l'apparition de ces différentes pathologies qu'on retrouve chez les jeunes, quoi. ouais. Donc en fait... Et ça sous-entend, excuse-moi, mais ça sous-entend du coup de faire ça en connaissance de cause et d'être entouré, d'avoir un staff derrière où on se dit, là, peut-être que s'il y a un début de douleur, par exemple au genou, je vais peut-être envoyer mon nageur chez un médecin, chez un kiné, simplement faire un diagnostic rapide, s'assurer que tout soit correct pour pouvoir continuer de manière sereine et sans blessure. Ouais, je crois qu'en fait, ce qu'on essaye de dire ici, c'est que effectivement, on parle de diversification. Et à côté de ça, on a une observation de terrain, c'est qu'en fait, des Osgood-Schleiter et des Sever, on n'en a pas en nage avec pal. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Votre enfant, il commence à se diversifier et il commence à avoir une petite douleur au talon, au genou. Ça touche deux sujets. Hein. Le premier sujet, c'est que c'est pas grave s'il y a les bénéfices surpassent les problèmes, et que si en fait les choses sont faites progressivement, parce que ce qu'on observe par exemple chez les nageurs, c'est on fait une saison off, on veut mettre en place et on se met à les faire courir 2 à 3 fois par semaine. Des nageurs, vous les sortez de l'eau, vous les mettez à courir, vous avez des tibias qui enflent, ça va pas. Donc ce qu'il faut bien gérer, c'est de dire que la prépa physique peut, et la diversification pourra amener des petits bobos un peu inconnus du nageur jusque-là, mais qui sont largement surpassés par les bénéfices, et qu'il faut faire très attention à l'augmentation en charge de ces types de contraintes auxquelles l'individu n'est pas habitué. Est-ce que tu peux en parler éventuellement? Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu là sur la photo que vous avez mis tout à l'heure, il y a globalement un tiers de l'effectif dans le pôle espoir dans lequel je bossais qui avait Osgood. D'après vous, à quel moment il développait cet Osgood? Vous avez une idée? Quel moment de la saison? Au début de CH, ouais, au tout début en fait, quand il rentrait, sur les 3 premiers mois, c'est là où on voyait Osgood. Ouais, en fait, le problème c'est qu'il passait de 2 ou 3 entraînements par semaine à 5 entraînements, et 5 entraînements de haut niveau. Donc, vous aviez l'aspect volume qui augmentait d'un coup, et l'aspect intensité qui augmentait aussi d'un coup. Donc en termes de progressivité de la charge d'entraînement, on n'était pas bon. Donc derrière, ça a amené à réfléchir pour réduire ces problèmes-là. Et dans la préparation physique, c'est pareil. Kevin, il a évoqué l'aspect de faire courir les nageurs. C'est pareil, si vous voulez mettre en place de l'haltérophilie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une progressivité à mettre en place. Pareil sur la muscu, pareil sur l'intensité et le volume de pliométrie. Tout est question de laisser le temps à nos différentes structures tendineuses, osseuses, etc., de s'adapter. Et l'adaptation, elle se passe par de la progressivité.
Est-ce qu'il y a des données, Sébastien, justement, sur la gestion de la charge d'entraînement autour du pic de vélocité, notamment chez les garçons qui ont le pic de vélocité le plus important? En fait, je rebondis sur ce que disait Nicolas, c'est exactement ça. Le facteur le plus discriminant aujourd'hui, c'est la vitesse. C'est la vitesse de montée en charge, parce qu'on ne respecte pas finalement le principe de progression de la charge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout de suite on pense que l'enfant grandit, donc on peut augmenter la charge de travail. Mais non, c'est pas parce qu'il grandit qu'on se doit d'augmenter la charge de travail. Donc il faut par moment, et autour du PVC, vous aurez compris qu'avant le PVC, il y a un pic de croissance rapide des membres inférieurs, après le PVC, il y a un pic de croissance rapide du tronc. Donc on est sur un schéma corporel qui se modifie, tout se met en tension, le système devient beaucoup plus raide, le tissu osseux c'est du cartilage, donc attention, il faut autour de ce PVC bien gérer la charge de travail et surtout pas être trop gourmand. Et cette vitesse de montée en charge, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, quoi. Donc en fait, s'il y a bien un facteur essentiel à bien contrôler, c'est cette charge de travail autour du PVC. Et c'est pour ça qu'il faut estimer ce PVC, parce que si on ne le connaît pas, comment voulez-vous planifier et programmer finalement vos séances d'activité? Donc il faut absolument l'estimer, ce PVC. Et après, parmi les facteurs, on s'aperçoit que lorsque le temps de travail dans une structure, dans une association sportive, enfin on va dire un entraînement structuré, lorsque le temps de travail, lorsque l'entraînement structuré est 2 fois plus important que le jeu spontané ou le temps d'activité spontanée de l'enfant, parce que c'est 2 fois plus élevé en structure que par rapport à son temps spontané, de loisirs, de jeux, etc. Lorsqu'on dépasse les deux, le rapport de 2, c'est aussi un facteur de risque de blessure. Voilà, donc il faut aussi laisser le temps à nos jeunes de s'amuser, de jouer spontanément. Et ce temps libre de jeu, en fait, il est fondamental. Donc lorsque vous avez, je sais pas moi, un terrain à la maison, il faut peut-être tirer une slackline entre 2 arbres, et puis le jeune, il va se mettre sur la slackline, il va faire des jeux d'équilibre, il va se donner une corde à sauter, il va faire de la corde à sauter naturellement. S'il y a des balles, des ballons qui traînent, il va se mettre à jouer au ballon, une raquette de tennis, etc. En fait, il faut mettre à disposition finalement du matériel pour que le jeune, spontanément, il joue et il fasse sa propre activité de loisir. Et ça, c'est important dans le développement finalement des habiletés et de renforcement de son système, de ses systèmes. Merci Sébastien. On va terminer avec juste un point. Justement, c'était la seule chose. Non, juste pour rajouter par rapport à ce qu'on disait sur la quantification de la charge, en fait ce qui se passe, et c'est ce que je retrouve en tout cas quand j'ai des patients qui viennent me voir en cabinet ou ailleurs, quand on leur pose la question de comment ça se fait qu'il y a eu un problème de charge, parce que mon entraîneur l'a voulu bien faire, tout le monde a voulu bien faire, sauf que de temps en temps ce qui se passe c'est que on a un entraîneur qui a l'impression de gérer convenablement sa charge, d'être suffisamment progressif, etc. Sauf qu'en parallèle, il y a un préparateur physique qui lui aussi fait son truc de son côté. Puis en fait, moi quand je vais le voir en rééducation ou en prévention, moi aussi je vais lui faire travailler ses muscles intrinsèques du pied, etc. Sauf qu'en fait, dans la journée, il a déjà fait ça ce matin, puis ce midi, puis là ce soir à 19h. Et en fait, du coup, on ne se rend pas compte, même si nous on a l'impression individuellement d'être progressif, si jamais on ne se parle pas en équipe et puis on n'est pas cohérent sur le programme qu'on va proposer, en fait, c'est là où la charge est plus cohérente, alors que individuellement, on a voulu faire attention à ça. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai insisté un peu tout à l'heure sur le fait d'être vraiment, d'avoir une communication assez fluide et permanente. Et suite à ça, il y a donc la charge que les intervenants proposent, mais aussi il y a tout un autre environnement. J'entends le sommeil, j'entends l'hydratation, j'entends la nutrition. Et en fait, peut-être que le lundi on va pouvoir faire ça, mais peut-être que le mardi, il suffit qu'on s'aperçoive que le nageur ou le sportif, il a mal dormi, puis en fait il a un examen ce soir, et puis je sais pas, et puis ses parents se sont engueulés hier soir aussi, et puis du coup il y a plein d'autres, une charge mentale qui fait qu'à un instant T, on n'est pas forcément capable de reproduire ce qu'on a fait la veille, et peut-être que demain ce sera mieux, ou peut-être que demain ça sera pire, et ça il faut être capable de s'adapter à ça, sans se dire, je sais pas,
avant-hier, il a réussi à faire 50, mais aujourd'hui, je veux qu'il fasse plus. En fait, c'est pas linéaire comme progression, et ça, on le retrouve dans l'entraînement, on le retrouve en rééducation beaucoup aussi. C'est normal, moi j'ai des patients tous les jours qui viennent en disant aujourd'hui ça va mieux que la dernière fois, ou aujourd'hui non, en fait, ça va un peu moins bien. Et c'est pas parce que ça va moins bien qu'on est dans un échec thérapeutique, c'est juste que aujourd'hui ça va moins bien, puis c'est un dent de scie en fait. Mais la tendance ça aura tendance quand même à aller mieux, même si on prend séance par séance, c'est pas forcément toujours top ou un peu mieux que la dernière fois. Donc en fait, tout ça pour dire que la quantification de la charge, c'est très très global comme notion. Et moi je me retrouve souvent quand on est en déplacement en équipe de France, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec la fédération, c'est de pas juste être là ponctuellement en équipe de France et 3 jours avant une compétition internationale se dire alors là voilà j'ai mal à l'épaule, ça fait 6 mois que ça dure, du coup j'attends la veille d'une compétition pour manifester parce que je sais qu'il y aura un kiné sur place. Non, la question c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que tous les sportifs de haut niveau, mais idéalement tous les sportifs en général, aient déjà les bons codes, savent avoir les bons réflexes et connaître les choses de base qui sont en lien avec la récupération, les choses de base à faire en cas de blessure imminente, les choses de base au niveau de la nutrition, au niveau de l'hydratation, au niveau de la récupération. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, sous prétexte qu'il y a un kiné en compétition, il y a le kiné qui est là, donc il me fera la récup, et puis ça ira, et puis demain je vais pouvoir enchaîner mes courses. Mais en fait, non, la meilleure des récupérations, c'est le sommeil. Donc déjà, la première des choses, c'est pas garder son téléphone pendant 2 heures avant de dormir à 1h du matin. Par exemple, ça fait partie de la récup, ça aussi. Donc il y a le sommeil, il y a l'hydratation, il y a la nutrition, il y a plein d'autres choses. Et ça, il faut le prendre en charge dès le début de saison et tout au long de la saison. Et pas juste éduquer nos jeunes, finalement. Sébastien, rapidement, voilà. Alors si vous le permettez, je vais conclure cette session. Donc on a vu aujourd'hui beaucoup d'informations sur le jeune. Donc voilà, on a le jeune, l'adolescent athlète, l'enfant athlète. Donc l'enfant athlète est un individu en développement. Voilà, il faut le considérer comme tel. Il faut comprendre qu'il y a effectivement c'est un individu qui est en train de changer sur le plan physiologique, sur le plan morphologique, sur le plan psychologique, et pas tous à la même vitesse. Donc c'est clair qu'il va falloir comprendre ce que c'est que le processus de croissance. Il faut comprendre qu'il est différent entre les garçons et les filles. Il faut comprendre qu'il va falloir s'adapter à des changements dont il n'est pas forcément responsable. Des changements d'humeur notamment, je pense à ça quand je dis ça. Donc il va falloir s'entourer autour de ça. Et puis il faut savoir aussi que la science avance. Donc maintenant vous avez des outils pour savoir qu'effectivement il est plus anxieux, pour savoir que le travail neuromusculaire va lui permettre permettre à l'adolescent en général de prévenir ses blessures, d'être plus performant dans son sport, de prendre confiance en lui. Donc cette approche holistique, dont on a les premiers résultats sur la Fédé, mais d'une manière générale dans la littérature scientifique, montre qu'il faut non seulement avoir cette approche qui comprend ce par quoi l'enfant, l'adolescent passe et ce qu'il traverse, mais il faut aussi le former, parce que le futur adulte de haut niveau, de sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui connaît ces notions, qui sait y répondre, et que quand on arrive à nous professionnels avec quelqu'un de 18, 19 ou 20 ans qui ne sait pas s'entraîner, qui ne connaît pas ce que c'est qu'une intensité d'exercice, ce que c'est qu'un programme, ce que c'est qu'un squat, etc., eh bien on a 10 ans de formation à rattraper pour vraiment mettre en place des process de haute performance. Et nous, c'est ce qu'on a observé en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'à l'étranger, c'est pas parfait non plus. Donc former très tôt, préparer l'individu et le respecter dans sa globalité. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie à tous les trois pour votre intervention.